Tu penses que l'hormone de croissance, c'est une histoire de dopage ou de culturisme extrême? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble ce qu'est vraiment l'hormone de croissance, pourquoi elle est essentielle pour ton corps et comment tu peux l'optimiser naturellement. Avant de commencer, je tiens quand même à te prévenir, on va parler d'un sujet qui est quand même assez scientifique et certains termes peuvent paraître un petit peu techniques. Mais ne t'inquiète pas, mon objectif ici c'est de te vulgariser tout ça, de t'expliquer avec des mots simples pour que tu comprennes facilement comment ça fonctionne et que tu puisses retenir l'essentiel sans avoir besoin d'un diplôme en biologie. L'hormone de croissance, aussi appelée GH, c'est une hormone aux multiples fonctions. Elle favorise l'augmentation de la masse maigre, réduit la masse grasse et participe à la régénération cellulaire. Elle intervient également dans la croissance osseuse et la synthèse du collagène, qui sont des éléments essentiels pour la santé et la réparation des tissus. Alors pourquoi on dit GH? Tout simplement parce que ça vient du mot anglais growth hormone, qui signifie tout simplement en français hormone de croissance. C'est exactement la même hormone, mais dans le langage scientifique et médical international, on utilise souvent des abréviations anglaises pour que tout le monde se comprenne, peu importe la langue. La GH, elle a été isolée la première fois dans les années 1940 à partir des glandes pituitaires. Et justement, à cette époque, il n'y avait pas assez de recul, les mécanismes d'action de la GH n'étaient pas encore compris. Alors je reviens sur le terme de glande pituitaire, on l'appelle aussi hypophyse. En fait, c'est une petite glande de la taille d'un petit pois, donc vraiment elle est située juste à la base de ton cerveau, juste en dessous d'une autre glande qui est l'hypothalamus. Alors l'hypophyse, justement, la petite glande qui est située à la base de ton cerveau, c'est un petit peu le chef d'orchestre des hormones, parce qu'elle contrôle la production de nombreuses hormones dans ton corps, y compris la GH. Et l'hypothalamus, donc, qui est situé juste au-dessus, là par contre c'est un petit peu le directeur général de ton corps. Il envoie les ordres à l'hypophyse pour qu'elle libère ou stoppe certaines hormones selon les besoins de ton corps. Dans les années 70, donc un petit peu plus tard, la GH, il faut savoir qu'elle était administrée à certains patients à partir d'extraits de cadavres humains. Cependant, en 1985, plusieurs cas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ont été diagnostiqués chez des receveurs, conduisant à l'interdiction de la GH d'origine humaine. C'est alors que la GH recombinante, qu'on désigne par le terme RGH, a été développée grâce au génie génétique, éliminant tout risque de contamination. Le génie génétique, si tu sais pas ce que c'est, pour te la faire courte, c'est un petit peu trafiquer l'ADN de la molécule pour en faire ce qu'on veut. Alors faut savoir qu'à l'origine, cette hormone-là, elle était utilisée pour traiter les retards de croissance, mais elle a rapidement suscité l'intérêt des bodybuilders en raison de ses effets métaboliques. L'anabolisme, c'est un état métabolique dans lequel ton corps conserve plus d'azote qu'il n'en élimine, ce qui entraîne une rétention des acides aminés dans les tissus et la synthèse de nouvelles protéines corporelles. Et l'anabolisme se traduit naturellement par l'hypertrophie, c'est-à-dire l'augmentation du volume des fibres musculaires existantes. À ne pas confondre avec l'hyperplasie, qui là est complètement différent. On ne parle pas d'augmentation du volume, mais du nombre de fibres musculaires via les cellules satellites, mais là par contre c'est des cas qui sont beaucoup plus rares. L'hypertrophie, elle est influencée par le stress mécanique appliqué au tissu, ainsi que par des stimuli hormonaux et nutritionnels. Cependant, la GH, elle agit sur la synthèse protéique globale de ton corps, et ses effets sur la croissance musculaire locale sont indirects et souvent limités. Et des études montrent même que la GH combinée avec un entraînement en résistance, donc de musculation, la GH n'augmente pas significativement la synthèse protéique musculaire spécifique. Pour aller un petit peu plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est que la GH, elle va être sécrétée en plus grosse quantité lors d'un jeûne prolongé. Cette sécrétion, en fait, elle vise à préserver les protéines, en particulier musculaires, en utilisant les graisses comme principale source d'énergie. Ainsi, la GH, elle va intervenir comme un signal de survie en ralentissant le catabolisme protéique, maintenant la masse maigre et en réduisant l'utilisation des acides aminés comme énergie. Donc en soi, elle ne favorise pas directement la croissance musculaire, mais au contraire, elle protège les tissus. Par contre, pour que la GH ait un effet optimal, il faut absolument de la présence d'IGF-1 en local. C'est une hormone qui est sécrétée, produite par le foie, sous bien sûr l'influence de la GH toujours. Je vois que la GH, elle fonctionne en synergie avec d'autres hormones, sachant qu'elle déclenche également des cascades moléculaires, comme la voie JAK-STAT, mais seule, elle n'induit pas une hypertrophie visible. Alors avant tout, il faut comprendre ce que c'est qu'un ligand. C'est un terme utilisé en biologie, biochimie et chimie pour décrire une molécule ou un ion qui se fixe à une autre molécule plus grosse, généralement une protéine ou un récepteur, pour former ce qu'on appelle un complexe. Pour te la faire simple, un ligand c'est tout simplement une clé qui vient se fixer sur la serrure qui du coup est le récepteur. Donc quand le ligand il se fixe sur le récepteur, il vient activer ou désactiver certaines fonctions. Pour en revenir à notre sujet, quand un ligand comme la GH se fixe à son récepteur membranaire, ce dernier recrute des enzymes appelées Janus kinases, JAKS, qui sont des tyrosine kinases
intracellulaire. Là, je pense que ça fait beaucoup dans ta tête, donc on va reprendre ça tranquillement. Une tyrosine kinase, c'est tout simplement un chef d'orchestre qui agit dans la cellule. Donc cette fameuse tyrosine kinase, quand elle donne son signal, elle phosphoryle, c'est-à-dire le fait d'ajouter un phosphate à une protéine, et ces fameuses protéines savent quand commencer à travailler ou quand s'arrêter. Donc grâce à elle, la cellule, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, se diviser, se réparer ou produire de l'énergie. Et ces dernières, elles phosphorylent à leur tour les protéines STAT, S-T-A-T-S. Donc ça vient du groupe de mots anglais, ça veut dire Signal Transducers and Activators of Transcription. Tu m'excuseras pour cet accent déplorable. Et elles le font en changeant leur activité et servent de signal pour déclencher ou arrêter des réactions dans la cellule. Si je te le résume, JAK STAT, JAK c'est les tyrosines kinases qui appuie sur le bouton pour lancer un signal. Et STAT, c'est tout simplement le messager qui reçoit ce signal, qui court au noyau et qui dit au gène « allez au travail ». Donc la voie JAK-STAT, c'est le messager moléculaire entre l'activation d'un récepteur hormonal et la mise en route de certains processus biologiques. Tu comprends donc que l'AGH seule, en fait, elle n'est pas vraiment utile et qu'il faut vraiment un environnement anabolique pour que ça puisse être efficace. Alors par contre, il faut que le foie il soit en bon état, parce que si il est engorgé de triglycérides, la GH, elle n'aura plus aucun effet. C'est donc un facteur qui va être déterminant pour beaucoup de personnes en surpoids et ou en état d'inflammation chronique. Il ne doit pas être ignoré. La GH, il faut savoir qu'elle suit un rythme qui va être ultradien, c'est-à-dire des pics successifs tout au long de la journée. Sa concentration plasmatique, elle chute donc à certains moments de la journée. Son pic, il est atteint environ 1 heure après l'endormissement, durant le stade N3 du sommeil profond. Je vais l'aborder d'ici quelques minutes, donc reste bien à l'affût. La sécrétion de l'hormone de croissance, elle est régulée par 2 neuropeptides hypothalamiques, la GHRH et la somatostatine. La GHRH, elle stimule les cellules somatotropes de l'hypophyse, donc pour rappel, c'est la petite glande située à la base du cerveau, pour qu'elle synthétise et relâche de l'AGH. La somatostatine, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va bloquer cette libération. Et ce rythme de sécrétion entre ces deux hormones qui sont divergentes, il est modulé par le sommeil, la nutrition, le stress et l'effort physique. Rappelle, je t'ai parlé du stade N3 de ton sommeil. Le sommeil lent, il est décomposé en 3 phases. N1, N2, N3. Le stade N3, c'est le moment où l'activité cérébrale, elle diminue fortement pour laisser place aux ondes delta. Tu auras du mal à te réveiller à ce stade et c'est là que la GH va être sécrétée à son paroxysme. Le sommeil lent profond, c'est donc un état neuro-hormonal unique. Il est caractérisé par une suppression quasi totale de la somatostatine et c'est à ce moment-là que l'hypophyse va libérer le plus d'hormones de croissance du nictémère. Alors le nictémère, ça s'écrit pas comme tu le penses, c'est vrai que ça peut te sembler un petit peu bizarre, mais c'est un terme utilisé en chronobiologie ou en médecine pour désigner une période de 24 heures correspondant à un cycle complet, c'est-à-dire jour plus nuit. Ce fameux stade N3, il va être perturbé par différents facteurs, notamment les écrans avec la lumière bleue, la consommation d'alcool, le stress chronique, l'hypercortisolémie nocturne ou encore l'apnée du sommeil. Ainsi, si ton sommeil n'est pas vraiment optimisé, tu pourras avoir plus de mal à activer la lipolyse, c'est-à-dire la perte de gras. Ça entraînera également une récupération musculaire mauvaise, une fatigue chronique, ou encore une baisse de la libido. C'est donc l'environnement qui va influencer la sécrétion de ton hormone de croissance. Tu te poses sûrement la question de l'âge sur les mécanismes que nous offre l'hormone de croissance. Malheureusement, son efficacité, elle diminue au fur et à mesure des années. C'est ce qu'on appelle la somatopause, et ça commence dès la trentaine. Cette fameuse sécrétion de GH que l'on a lors du sommeil sur le stade N3, vu plus tôt dans la vidéo, elle est de moins en moins forte. Certaines études montrent même une diminution de plus de 50% de la sécrétion de GH totale sur 24 heures entre un individu de 20 ans et un individu de 60 ans, sans parler de l'IGF-1 qui, à son tour, diminue. C'est donc tout l'axe de la croissance et la réparation qui se met en veille. La somatopause, elle entraîne une difficulté à prendre de la masse musculaire et une facilité à prendre du gras. C'est donc pour cette raison que la graisse, notamment abdominale, elle a plus de mal à partir avec un âge avancé. Il en est de même pour la densité osseuse qui diminue également, expliquant aussi l'augmentation de l'ostéoporose vers des âges plus avancés. C'est donc pour cette raison qu'il est primordial d'optimiser les 3 points suivants. Déjà, optimiser ton sommeil en évitant les écrans le soir. Ensuite, abaisser ses niveaux d'insuline avec notamment le jeûne intermittent pour augmenter la ghrelin, c'est-à-dire l'hormone de la faim, qui est un puissant stimulateur de GH. Il existe aussi des alternatives un petit peu plus poussées et avancées. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que pour moi ça reste beaucoup trop théorique et elles peuvent mettre la santé en péril avec notamment l'utilisation de certains peptides. Dans la performance sportive, l'AGH c'est vu comme une hormone
clé. Mais il faut savoir qu'utilisée seule, elle n'induit pas directement l'hypertrophie des fibres musculaires squelettiques, même avec des doses supérieures à la production naturelle. Alors pourtant, la plupart des études montrent une augmentation de la masse maigre grâce à l'AGH. Alors cette augmentation, elle est principalement due à la croissance des tissus mous, c'est-à-dire les tissus conjonctifs ou les organes, mais également à la rétention hydrique. Il est vrai que l'AGH provoque une rétention d'eau marquée due à une augmentation de la rétention de sodium par les reins. Alors attention, pour les plus aguerris, cet effet il va s'exercer par la stimulation du système qu'on appelle rénine, angiotensine, aldostérone, le SRAA, va réguler la pression artérielle et l'équilibre hydrosodé de l'organisme. Avec plus de sodium, le corps retient davantage l'eau et donc augmente le volume du compartiment liquidien extracellulaire. La masse maigre, elle comprend donc l'eau et les organes, en plus des protéines contractiles qui, elles, sont responsables de la production de force. Alors comme vu précédemment, l'AGH utilisée seule semble ne pas être si intéressante que ça pour la croissance musculaire seule, vu qu'elle agit davantage sur l'augmentation de la rétention d'eau. Cependant, un aspect qui va être intéressant va résider dans son rôle sur la perte de graisse. Oui, c'est un effet agent lipolytique car elle déclenche la lipolyse qui est le processus de dégradation des graisses stockées. Là tu vas me dire mais comment elle fait? Tout simplement en rendant nos cellules graisseuses qu'on appelle aussi les adipocytes plus sensibles aux catécholamines qui sont les hormones de l'action et du stress. Et ces fameuses catécholamines, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se fixer à la surface des adipocytes, donc des cellules de graisse, sur des récepteurs qu'on appelle récepteurs bêta-adrénergiques. Et c'est ça qui va déclencher l'oxydation des graisses et donc en fait le carburant utilisé par le corps. Alors on a vu en amont sa synergie avec l'IGF-1, mais qu'en est-il avec les stéroïdes androgènes? Et là on va retrouver la fameuse hormone de référence, la testostérone. Alors elle peut être endogène, c'est-à-dire fabriquée par le corps, mais aussi exogène, c'est-à-dire apportée de manière extérieure via des injections. Alors sa production chez l'homme, elle se fait par les testicules via l'axe qu'on appelle HPTA, je veux tout simplement dire hypothalamo-hypophysio testiculaire, et chez la femme c'est surtout via les ovaires et les glandes surrénales. La testostérone c'est bien plus qu'une hormone masculine. Chez l'homme c'est un pilier de la virilité, de la force et de la fertilité, et chez la femme elle agit en complément des œstrogènes et de la progestérone pour la vitalité, la libido et la santé des tissus. Une bonne hygiène de vie, c'est donc primordial et essentiel pour une bonne production de testostérone, et ça va passer par l'activité physique, la nutrition ou encore un bon sommeil. Alors ensuite vient la DHT. La DHT c'est dihydrotestostérone. Elle découle de la conversion de la testostérone dans certains tissus comme la peau, le cuir chevelu ou encore la prostate. Sa conversion elle se fait par une enzyme avec encore une fois un nom un petit peu barbare qu'on appelle 5-alpha réductase et qui en fait un métabolite beaucoup plus puissant. Il agit davantage sur l'aspect androgénique, c'est-à-dire tout ce qui est acné ou calvitie, et moins sur l'aspect anabolisant, c'est-à-dire sur le muscle. L'objectif des scientifiques depuis les années 50, ça a été de créer des dérivés synthétiques pour augmenter les effets anabolisants, c'est-à-dire sur le muscle, tout en réduisant les effets androgéniques, comme par exemple la conversion de la testostérone en œstrogène, ce qu'on appelle l'aromatisation. Alors la testostérone, elle peut être prise par voie orale ou par injection. Alors en oral, il faut savoir qu'elle est quasiment détruite par le foie. Alors pour ça, accroche-toi bien, les chercheurs, ils ont ajouté un groupe alkyle en position 17 alpha de la molécule. Et c'est justement cette modification-là qui va empêcher la dégradation de la testo par le foie, mais par contre, ça reste quand même très toxique pour cet organe-là. A contrario, les formes injectables sont liées à une chaîne d'acides gras appelée ester, comme énanthate, cypionate ou propionate. Du coup, plus la chaîne de l'ester elle sera longue, plus la testostérone va mettre du temps à être libérée dans le sang depuis le site de l'injection. Cela permet donc de contrôler les fréquences d'injection et la demi-vie des produits. Ensuite, tu as sûrement déjà entendu parler de trembolone ou de nandrolone. Là, c'est le fait de retirer l'atome de carbone en position 19 de la structure de la testostérone. Et en fait, cette modification, ce qu'elle permet de faire, c'est augmenter les effets anaboliques et diminuer les effets androgéniques, comme par exemple l'aromatisation. Et là, du coup, tu commences à te rendre compte que c'est assez fascinant quand même d'aller chercher aussi loin dans la structure moléculaire, et ça te montre aussi que le corps, c'est quand même complexe. Quand ton corps il est en état de jeûne, il se met un peu en mode survie. Ta priorité, ça va être de protéger le glucose et les acides aminés, donc pour faire plus simple, ton énergie et ta masse musculaire. Et pour ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diminuer son utilisation de glucose et d'acides aminés, et il va augmenter son utilisation des cellules graisseuses. Donc c'est-à-dire, il va activer la lipolyse, le fait de brûler du gras. C'est là que justement la l'AGH va rentrer en scène.
parce qu'elle va empêcher le glucose de pénétrer dans les muscles et va plutôt le réserver pour le cerveau. Elle va donc éviter la néoglucogénèse. C'est un processus physiologique qui fait que le corps va puiser dans les acides aminés et donc dans les muscles. Elle protège donc le muscle tout en utilisant les réserves de graisse. Mais concrètement, comment est-ce qu'elle fait pour justement mobiliser ce gras? Les études in vitro, c'est-à-dire réalisées dans des contenants de laboratoire, ont montré que la GH seule, elle a peu d'effet lipolytique direct sur les cellules graisseuses. Par contre, elle va les rendre très sensibles aux catécholamines qu'on appelle la noradrénaline ou encore l'adrénaline. Ça, elle le fait en augmentant la densité des récepteurs à la surface des adipocytes, qui sont les fameux bêta-adrénergiques qu'on a vu un petit peu plus tôt. C'est ces récepteurs qui déclenchent la lipolyse en captant le signal de l'adrénaline. À travers de cette vidéo, tu comprends donc que la GH, elle a un rôle quand même crucial. Je sais que j'ai utilisé beaucoup de termes techniques dans cette vidéo et que j'ai apporté pas mal d'informations. Alors n'hésite pas à la revisionner pour bien comprendre comment fonctionne l'hormone de croissance et en tirer un maximum de valeur. Plus tu appropries ces informations et plus tu pourras t'en servir dans ton quotidien. D'ailleurs, en parlant de valeur, si tu veux que je t'aide par rapport à certaines de tes problématiques spécifiques, je t'invite à réserver une consultation directement avec moi. On prendra le temps d'analyser ta situation et de construire ensemble des solutions qui te feront vraiment progresser. Donc, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo et on commence à travailler ensemble sur tes objectifs. À très vite.